Bonjour à tous, bienvenue à Strasbourg pour ce 17e épisode de l'Aubry qui court. Qui dit Strasbourg dit session plénière et une semaine où on a couru de partout. On vous débriefera évidemment cette session plénière et notamment les dessous de la validation de la commission d'Ursula von der Leyen malgré de nombreuses insuffisances éthiques, démocratiques et évidemment programmatiques. On va aussi vous parler d'une résolution historique que l'on a votée ici sur l'état d'urgence climatique. Quelques jours avant la tenue de la COP à Madrid et d'une mobilisation des jeunes pour le climat. On va aussi vous parler de l'incroyable succès de la mobilisation et de la manifestation de la semaine dernière de nous toutes contre les violences faites aux femmes et des mesures du gouvernement qui n'ont pas du tout suivi et qui nous ont bien déçus. Et puis pour notre coin des lobbies, on va s'intéresser cette semaine aux pressions exercées à l'encontre des députés frondeurs et des députés activistes. Pour la petite anecdote, j'ai même reçu mon petit blâme que je porte fièrement, mon bonnet d'âne. On vous débriefera tout ça. C'est parti, générique pour ce 17e épisode de l'Aubry qui court. Et pour suivre les prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, c'est parti. Cette semaine, c'était un vote majeur, même presque historique. Vous en avez peut-être pas entendu parler, mais on a voté ici au Parlement européen pour l'ensemble de la Commission européenne. Je ne sais pas si vous vous souvenez, cet été, il y a eu un vote sur la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui a été élue. Mais elle n'avait pas encore l'ensemble de ses commissaires, c'est-à-dire son gouvernement. Parce qu'on rappelle, la Commission européenne, dans les 3 institutions européennes, Commission, Parlement et Conseil composés des États membres, la Commission, c'est celle qui a le plus de pouvoir parce que c'est eux qui ont le monopole de l'initiative parlementaire, donc eux qui peuvent proposer des directives européennes. Et bien cette semaine, on a dû voter, se prononcer sur l'ensemble de ce gouvernement-là et sans surprise, nous on s'y opposé pour pas mal de raisons. D'abord, on considère que c'est une parodie de démocratie. En réalité, ce vote, il est un peu considéré comme une formalité ici dans les institutions européennes. C'est à prendre ou à laisser, il n'y a pas d'alternative. On vote sur des mots creux, des engagements relativement vagues. Et puis, surtout, ce qui s'est passé ces dernières semaines, c'est qu'il y a eu une pression très importante de la part des grands groupes politiques, voire même des journalistes ont révélé que des fonctionnaires européens ont fait pression sur les députés pour s'assurer de leur soutien à la commission von der Leyen. Ensuite, cette commission a montré un mépris total des questions éthiques. 3 commissaires ont déjà été rejetés pendant la phase des auditions pour des raisons de conflit d'intérêts. Et d'autres, comme notre fameux Thierry Breton, le français, a été validé qu'au prix d'un deal entre la droite, les conservateurs et les socialistes, alors qu'on vous l'a déjà montré dans des épisodes précédents, il sera en conflit d'intérêts du matin, midi au soir, sachant que c'est la première fois dans l'histoire européenne qu'est nommé comme commissaire européen un PDG d'un grand groupe, d'une grande entreprise directement liée au portefeuille et aux compétences de ce commissaire européen-là. Et surtout, sur le fond, c'est la continuité politique de la précédente Commission européenne de Jean-Claude Juncker. Surtout, ne remettons pas en question les accords de libre-échange climaticides, surtout ne remettons pas en question les politiques d'austérité qui étranglent les budgets et nos services publics dans les différents États membres. Surtout, continuons une vraie politique migratoire qui consiste à faire de l'Union européenne une forteresse débarbelée au pied desquelles viennent s'échouer les migrants et des vies entières sont perdues. Et puis, continuons à abriter en notre sein des paradis fiscaux comme le Luxembourg et l'Irlande. Surtout, business as usual, ne changeons rien. Juste avant le vote en plénière, je suis intervenue au nom de notre groupe de la gauche unitaire européenne. D'ailleurs, depuis cette place, vous pouvez retrouver mon intervention qui va s'afficher quelque part par là, pour dire que très clairement, on n'était pas prêt dans ces conditions à soutenir cette Commission européenne d'Ursula von der Leyen et ce gouvernement européen qui ne prend pas à bras-le-corps les défis de notre temps, les 2 plus grandes urgences, la catastrophe climatique d'une part et d'autre part la crise des inégalités et qui finalement ne comprennent pas la défiance des citoyens européens vis-à-vis des institutions européennes actuelles. Et pourtant,
Il y aurait tellement mieux à faire comme programme européen. Et c'était le sens aussi de mon intervention, de dire qu'on aurait pu faire un vrai Green New Deal qui soit véritablement social, qui réinvestisse massivement dans l'écologie, qui crée en même temps de l'emploi et qui transforme tous les secteurs, l'agriculture, les transports, la finance, l'énergie, les industries, qu'on aurait pu aussi prendre des véritables engagements pour la justice fiscale, faire en sorte que toutes les entreprises multinationales payent leur juste part d'impôts au niveau européen en réformant l'impôt sur les sociétés. On aurait pu aussi avoir davantage de mesures sociales et un renforcement des protections sociales partout en Europe plutôt que d'avoir ce vaste dumping social et cette vaste compétition. Et ce projet, il aurait été 1000 fois plus encourageant, enthousiasmant. Et ce projet-là, on aurait pu voter pour. Mais au lieu de ça, la Commission européenne d'Ursula von der Leyen a choisi un projet rabougri, de faire du nouveau avec en fait des recettes anciennes et de continuer la vieille tambouille politicienne qui vraisemblablement a encore de l'avenir devant soi ici dans cet hémicycle. Mais je peux vous dire que ce groupe-là, qui est dans toute cette colonne, il va continuer à se battre. Une AQC sans parler climat n'est évidemment pas une AQC et cette semaine, il y a de quoi faire dans l'actualité, mais aussi ici notre travail au Parlement européen. D'abord, cette semaine, il y a eu un rapport de la part de l'ONU, un nouveau rapport alarmant qui pointe l'augmentation de la concentration de CO2 dans l'atmosphère qui a atteint un niveau record, jamais connu dans l'histoire de l'humanité. Et qui dit aussi que la dernière décennie, les 10 dernières années, ont été perdues dans la lutte contre le changement climatique et que si on veut rattraper cet objectif, remettre le cap notamment vers l'objectif de réduction d'1,5 degré contre le réchauffement climatique, pour ça, il faut baisser les émissions de gaz à effet de serre de 7,6% par an. Et la France, comme la plupart des États au niveau international, en sont extrêmement loin. Et c'est dans ce contexte que va s'ouvrir la COP25 à Madrid la semaine prochaine, où il faudra rappeler aux États qu'ils ont pris des engagements à la COP21 et qu'ils en sont tous très loin. Et c'est aussi dans ce contexte que cette semaine, des nouvelles actions de mobilisation des jeunes pour le climat partout dans le monde, y compris en France. Moi, je suis cette semaine avec Attac et d'autres militants à une action contre Amazon, une entreprise qui symbolise à la fois l'irresponsabilité en matière climatique, mais aussi en matière sociale et en matière fiscale. Et ça, je pense que c'est aussi un bon symbole de ce qui est pour nous être un député activiste aux côtés de cette mobilisation. Mais aussi, on s'est battu cette semaine à l'extérieur du Parlement, mais aussi ici au Parlement. Ça illustre bien notre leitmotiv, je dirais, un pied à l'extérieur du Parlement, un pied dans le Parlement européen, puisqu'il s'est joué plein de choses cette semaine. D'abord, moi je suis intervenue dans le cadre d'un débat qui a eu lieu en amont du prochain Conseil européen pour rappeler la responsabilité de l'Union européenne et leur dire que leur objectif de neutralité carbone, il est hypocrite s'ils ne remettent pas en cause l'ensemble des politiques qui sont menées à l'heure actuelle, mais surtout si ça repose sur des technologies encore hasardeuses ou inconnues pour l'absorption du carbone, ou alors si ça repose aussi sur les forêts uniquement, dont on sait qu'aujourd'hui elles sont fragiles. Le triste épisode de l'Amazonie l'illustre. Et surtout, cette semaine, la deuxième étape principale qui s'est jouée ici au Parlement européen, c'est un vote historique d'une déclaration votée par notre Parlement européen sur l'état d'urgence climatique. Pour la première fois dans l'histoire, le Parlement européen, une institution européenne, a déclaré l'état d'urgence climatique, comme l'ont fait déjà précédemment certains parlements nationaux, illustrant par là même la nécessité de mettre en cohérence les politiques européennes le plus rapidement possible avec cette déclaration. Alors elle est évidemment symbolique, mais elle dit très clairement qu'il faut maintenir le cap de réduction de la température à un maximum 1,5 degré. Maintenant, on va servir de cette résolution pour demander des comptes aux institutions européennes, parce que derrière, ça suppose de transformer la politique de libre-échange, la politique agricole, la politique industrielle, la politique fiscale et économique. Et c'est ça ce sur quoi nous allons nous battre dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, ici depuis le Parlement européen, tout en étant présents dans les mobilisations sociales et climatiques. Mobilisation historique la semaine dernière contre les violences faites aux femmes. C'était la plus grande mobilisation dans l'histoire du mouvement contre les violences faites aux femmes. Plus de 150 000 personnes étaient présentes partout en France. J'y étais évidemment dans le cortège parisien. Et ça fait du bien de voir que la mobilisation s'élargit de plus en plus sur ces questions qui sont fondamentales. Juste en amont,
de l'annonce des mesures et du plan du gouvernement. Et là, malheureusement, c'était pas du tout à la hauteur des 150 000 personnes qui se sont mobilisées. Alors, ils ont annoncé en grande pompe, comme c'est si bien faire le gouvernement avec tout son appareil et son opération de communication, on va débloquer 1,1 milliard d'euros contre les violences faites aux femmes en 2020. Alors on se dit, formidable, le milliard, c'était précisément le mot d'ordre de la manif de nous toutes samedi, et c'était exactement ce qu'on attendait. Sauf que quand on décortique en pratique, ce 1,1 milliard d'euros, il n'en reste pas beaucoup en pratique. Et d'ailleurs, les associations l'ont fait très justement remarquer. Si on regarde dans le détail, d'abord, sur ce milliard annoncé, le gouvernement, en réalité, ne s'est engagé à financer pour l'année 2020 que 557 millions de plus. Le reste, c'est uniquement des autorisations de paiement pour les années à venir. Ensuite, sur ces 557 millions restants, les 3/4 de ces fonds qui sont débloqués par l'État iront à des programmes de diplomatie culturelle vers l'étranger. Alors, la diplomatie, c'est très bien, mais en revanche, c'est pas très efficace pour prévenir les 137 féminicides qui ont eu lieu tout au long de cette année, c'est-à-dire beaucoup plus déjà que le nombre total de l'an dernier. Et puis, donc, si on continue notre soustraction, il nous reste 282 millions d'euros pour lutter contre les violences faites aux femmes. On pense que ça va s'arrêter là, mais en fait, le gouvernement, il continue à nous prendre pour des imbéciles. Parce qu'en réalité, la dernière surprise, c'est que la moitié de ces 282 millions correspond en fait à la rémunération des enseignants de primaire et de collège, parce que, tenez-vous bien, ils consacrent 0,64% de leur temps de travail à parler égalité des sexes. Bon, je vous laisse aller vérifier si c'est vraiment fait dans les écoles. Et au final, il ne reste donc que 150 millions d'euros de nouveaux fonds qui sont engagés par la France et le gouvernement pour lutter contre les violences faites aux femmes. 1,5 milliard d'euros annoncés, il nous reste en réalité 150 millions d'euros. C'est 10 fois moins. C'est, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, du foutage de gueule. On parle de vie humaine, de ces 137 femmes qui ont perdu la vie cette année, mais on parle aussi des dizaines de viols qui se produisent chaque jour partout en France. Et on parle aussi d'une culture qui est vraiment à abolir. Et ce qui est dans tout ça aussi, le gouvernement, la logique qu'il garde, c'est bon, on va essayer de guérir comme on peut, mais pas du tout de prévenir. C'est comme si, pour lutter contre les accidents de la route, on n'avait que des mesures punitives, mais on ne pensait pas à la prévention. En réalité, là aussi, les réponses, on les connaît, c'est celles que proposent les associations. Il faudrait créer davantage de places, au moins 2000 places d'hébergement d'urgence pour donner du courage, aider, accompagner les femmes, notamment celles qui voudraient quitter leur conjoint violent. Et souvent, elles sont dans une situation difficile et de précarité. C'est d'ailleurs une des recommandations que fait un rapport du Conseil de l'Europe qui épingle la France comme un des pires États au niveau européen en matière de lutte contre les violences faites aux femmes. On peut aussi se doter de magistrats spécialisés et assurer une accélération des procédures en matière de violences faites aux femmes, la formation des personnels de police, de santé, de justice. Bref, il y a tant à faire et le gouvernement, manifestement, n'a pas pris l'ampleur de l'urgence, l'ampleur des mesures qui seraient à mettre en œuvre et littéralement se fout de nous. Alors j'espère que la grande mobilisation qui a eu lieu le week-end dernier en appellera d'autres, parce que tant que le compte n'y sera pas, tant que le milliard n'y sera pas, nous on n'acceptera pas les bobards. Mais où est-ce qu'elle est? Mais Manon? Mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis au coin, David Sassoli, le président du Parlement européen, il m'a puni, il m'a mis un blâme. Cette semaine, un coin des lobbies un peu particulier, on va vous parler d'une nouvelle manière de faire triompher les intérêts privés ici au Parlement européen avec des méthodes d'intimidation et de pression vis-à-vis des députés européens. Premier cas, moi-même, c'est pour ça que je suis au coin, j'ai reçu un blâme de la part du président du Parlement européen, David Sassoli, parce que j'ai osé encourager et inviter les jeunes activistes du climat à venir mener des actions de désobéissance civique et des actions pacifiques ici au Parlement européen pour interpeller les décideurs européens
à agir contre le changement climatique, face à la catastrophe climatique. Et on a besoin de ces jeunes pour les alarmer. Et bizarrement, cet extrait vidéo a fait toute une histoire au Parlement européen. Ça illustre d'ailleurs à quel point ils sont complètement déconnectés de la réalité, des mobilisations climatiques qui se déroulent partout en Europe et aussi qui sont peu habitués à rendre des comptes aux citoyens et aux associations. Résultat, une procédure de sanction a été entamée et je viens de recevoir ma sanction. Un blâme, et franchement cette histoire elle est complètement ridicule. En gros ils m'ont mis un espèce de bonnet d'âne, voilà, vous imaginez avec un bonnet d'âne, et ils ont annoncé ma sanction au début de la session plénière au Parlement européen cette semaine, comme si un peu j'étais une mauvaise élève qu'il fallait afficher devant tous ses petits camarades. C'était drôle d'ailleurs parce que tout le monde est venu me voir après en me disant mais qu'est-ce que t'as fait Manon? Et puis quand je raconte même à mes collègues d'autres groupes, ils disent mais c'est complètement ridicule que j'ai pu être sanctionnée pour ça. L'objectif c'était vraiment de me pointer du doigt et de me dissuader. Mais la logique en fait derrière tout ça, elle n'est pas anodine, malheureusement. C'est une sérieuse remise en cause de la liberté d'expression ici au Parlement européen. Ça veut dire qu'on ne peut plus soutenir ces types d'actions, qu'on ne peut plus inviter des jeunes à se mobiliser. Et surtout, moi, ce que je retiens de toute cette histoire, c'est qu'il y a un deux poids, deux mesures insupportable qui règne ici au Parlement européen. On ne peut pas d'un côté appeler à la désobéissance civile, à des actions pacifiques pour le climat, mais de l'autre, il n'y a absolument aucun problème à recevoir de l'argent de la part de lobbies climato-sceptiques, parce qu'il y a certains députés qui reçoivent matin et midi et soir dans leur bureau, y compris de l'argent de la part de ces lobbies, et eux, forcément, ces eurodéputés-là, il n'y en a aucun qui reçoive un blâme. Cette histoire, elle serait marrante si elle n'était pas vraie et qu'elle ne posait pas des questions plus générales, mais bon, comptez sur moi, mon bonnet d'âne, s'il faut, je me baladerai avec au sein du Parlement européen. D'ailleurs, si vous avez des petits designs de bonnet d'âne à m'envoyer, je le porterai avec grand plaisir et j'aurai pas honte, et si c'était à refaire, je le referai, parce que entre les lobbies privés et la désobéissance civique pour sauver le climat, j'ai clairement choisi mon camp. C'est la fin de ce 17e épisode de L'Aubry qui court. C'était une semaine très chargée cette semaine, tant du côté activité parlementaire que du côté des mobilisations sociales. Évidemment, en plus des mobilisations climat, on n'oublie pas le personnel hospitalier qui est mobilisé dans la rue ce samedi pour demander davantage de moyens pour sauver nos hôpitaux publics. Et puis, côté mobilisation sociale, dans les prochaines semaines, on va évidemment préparer celle du 5 décembre où on défendra toutes et tous un système de retraite et de protection sociale décent avec un vrai système de solidarité et pas de privatisation. D'ici là, portez-vous bien, préparez bien cette mobilisation. On se retrouve la semaine prochaine à Bruxelles. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne YouTube pour être prévenu des prochaines vidéos, et un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. On ouvre évidemment les commentaires à toutes et à tous, on les lit attentivement, donc n'hésitez pas à en faire. Portez-vous bien et on se revoit la semaine prochaine. Mais qu'est-ce que tu fais? David, pardon. J'ai pas eu casser la gueule.